disais tantôt, vous allez constater à travers toutes les informations qui circulent sur la toile, les communiqués, personne ne parle de réserver un quelconque hommage au nouveau président, même s'il est honorifique. Tout le monde dit c'est au PCM qu'on veut, c'est le PCM qu'on veut célébrer. Personne ne parle de célébrer, personne ne dit il faut célébrer, hein, il faut célébrer le président, Tout le monde parle du PCM. Lisez les communiqués, tous les communiqués qui sont en train de distribuer. Vous allez voir que on invite les gens d'UNIR à venir célébrer le PCM. On ne parle même pas du président. Ça veut dire que le président, merci beaucoup Sikpa, ça veut dire que le président, il n'aura aucun rôle en réalité. C'est juste un larbin, un pantin, un individu qui sera dépouillé de tous les pouvoirs. Et lui, il serait comme on le dit souvent, Djoulegba. Donc quand on te dit assois-toi là-bas, il s'assoit là-bas. Si on te dit lève-toi, il va se lever. Donc voilà comment ça va se passer. Et on va tout suivre ça demain et on verra ce que ça va donner. Donc, on était dans... Ces préparatifs étaient en cours. Quand Madame Nyakade, ancien ministre des Armées et femme de Faure Gnassingbé, donc Madame Nyakade, c'est l'ancien ministre de la Défense qui a été limogé de façon assez humiliante par Faure Gnassingbé après qu'il l'ait utilisé à beaucoup de choses. Il a dégagé un matin comme si de rien n'était. Et donc, Faure Gnassingbé, donc Madame Nyakade, vous savez, quand elle a démissionné du gouvernement, pour ceux qui ne se rappellent pas, elle avait une association, je ne sais même plus comment s'appelait l'association, on avait déjà parlé de ça. Elle avait une association qui était une association qui supportait le régime, et donc elle a voulu récupérer cette association-là pour sa propre carrière politique, mais on a monté des jeunes dans cette association pour la mettre en minorité. Les jeunes ont fait une conférence de presse pour lui arracher l'association qu'elle-même a créée. Ils ont insulté, ils ont raconté des histoires. Et elle s'est plainte au ministère de l'administration territoriale parce que c'est elle qui est la présidente de l'association. Le ministère de l'administration territoriale a refusé de lui donner les pleins pouvoirs qu'elle avait sur sa propre association. Et ensuite, elle a voulu créer une autre structure politique, voilà, JSFDT, voilà, c'était l'association. Après, elle a voulu créer, je pense, un parti politique ou quoi, on l'a étouffé. Elle a fait des sorties contre le régime. Elle a fait plusieurs sorties contre le régime. Et entre-temps, la situation semble se calmer. On ne l'a plus entendue, on ne l'entendait plus. Et je rappelle que Mme Nyakade, c'est la femme de Faure. Et elle a fait 2 enfants à Faure. Elle fait d'ailleurs partie de celles qui sont les rares à faire un garçon à Faure, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est la femme de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas une concubine ordinaire, c'est sa femme. Avant Faure, elle était aussi la femme de Ernest Gnassingbé. Elle a le mérite d'avoir fait des enfants à 2 Gnassingbé, le grand frère et le petit frère. Et donc, ce n'est pas n'importe qui, c'était une femme, je ne sais pas, financier de carrière. Elle a fait la BIA et elle a terminé à la BDCI où elle était directrice générale avant d'être conseillère, je pense, à la présidence et ministre des Armées. Et donc, Madame Nyakade, qui était déjà en bisbille avec son mari, qu'on avait relayé, on avait commenté ça par le passé, quand ça a commencé il y a 1 an et demi ou 2 ans. Aujourd'hui, à la veille, comme par hasard, à la veille de la prestation de serment de son mari, entre griffes, elle sort un brûlot. C'est vraiment un brûlot. Elle sort une bombe et c'est comme... je ne sais pas si c'est une bombe nucléaire, mais je pense que la bombe nucléaire n'est pas aussi forte. C'est une bombe à hydrogène. Et puis, elle balance ça. Et je suis certain que ce soir, dans les officines du pouvoir, l'atmosphère ne doit pas être assez rassurante par rapport à cette bombe qu'elle a sortie. Parce que, je ne sais pas, on ne peut pas dire que c'est arrivé à un moment où ça doit véritablement embarrasser.
Et quand vous lisez cette bombe-là, quand vous lisez ce document, cette tribune qu'elle a sortie, c'est un véritable réquisitoire contre la politique et la gouvernance de force pendant 20 ans. Elle avait déjà commencé par faire ça. Maintenant, je pense qu'elle est montée en grade. Elle s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Et elle a sorti ce brûlot-là qui fait le tour des réseaux sociaux depuis en fin de journée et que tout le monde est en train de commenter. Et je pense que c'est un document assez important. D'abord, il faut saluer. Nous sommes en politique, hein, et en politique, pour ceux qui n'ont pas de culture politique et de temps en temps racontent tout et n'importe quoi, nous sommes en politique. Et quand vous êtes en politique, tout le monde s'intéresse à ce qui se passe dans la maison de l'autre, de son adversaire. Autant le régime a des infiltrés dans l'opposition qui lui renseignent tout ce qui se passe, qui lui vendent tous les plans de l'opposition. Quand il y a des problèmes dans l'opposition, le régime instrumentalise ça, il oppose les opposants, il les manipule les uns contre les autres. Autant s'il y a des problèmes dans le pouvoir ou au sein du pouvoir, il faut qu'on s'y intéresse. C'est ça la culture politique. Quand on dit que vous avez la culture politique, vous comprenez la politique, c'est que vous devez vous intéresser au bisbis qu'il y a dans le camp de vos adversaires. Aujourd'hui, ce qui se passe avec cette brèche, cette tribune-là, c'est une brèche. C'est une brèche qui est ouverte au sein du pouvoir à la veille de la prestation de serment de Faure Gnassingbé. C'est un acte politique majeur qu'il faut interpréter comme tel, indépendamment de la personne de Mme Niakhaday Essoizimna, indépendamment de sa personne, qu'elle a été, ou qu'elle est la femme de Faure ou pas, indépendamment de ce qu'elle est pour Faure Gnassingbé, c'est ce qu'elle dit qui nous intéresse. En réalité, ce qu'elle dit, ça fait des années que nous le disons. Ça fait des années que tout le monde le dit. Les hommes politiques, les journalistes, les leaders d'opinion, ça fait des années qu'on le dit. Et quand on le disait, ou quand on le dit, les gens disent « Ah oui, c'est quoi, vous êtes contre le pouvoir, vous êtes de mauvaises intentions ». Ça, c'est une femme de Faure Gnassingbé qui le dit. Donc, ça change la donne. C'est une femme de Faure Gnassingbé qui est sur le territoire togolais, qui le connaît mieux que nous tous, qui nous dit que le gars, il n'est capable de rien du tout. C'est sa femme qui le dit. Ce n'est plus Ferdinand Ité qui le dit, ce n'est plus, je ne sais pas, un homme politique, Nathaniel Olympio, François Bocor, ou je ne sais pas qui. C'est une femme de Faure, c'est-à-dire celle qui partage l'intimité du monsieur, ou qui a partagé l'intimité du monsieur, qui nous dit, mon mari là, que vous voyez là, je le connais mieux que vous. Quand une femme sort sur la place publique, elle vient vous dire que, excusez-moi les termes, les femmes, que l'appareil de son mari ne se lève pas la nuit, vous n'avez pas à douter. Parce que c'est elle qui vit avec lui. Si elle vient sur la place publique vous dire que l'appareil de mon mari ne travaille pas, on n'a pas à douter. Si nous-mêmes on le disait avant, c'est elle qui le dit et sa voix a plus d'autorité que la nôtre parce qu'elle est de la maison. Et donc, c'est un acte majeur que, naturellement, les hommes politiques ne doivent pas laisser passer, comme j'ai commencé par le lire depuis, les gens disent que c'est la diversion. Finalement, si vous prenez tout comme de la diversion, vous attendez quoi en réalité demain pour donner un coup de boutoir à ce régime? Quand vous avez un régime comme celui-là, dans lequel il y a des voix discordantes qui commencent par naître, vous avez des gens qui ont le courage de sortir pour dire les choses tout crues. Si vous ne pouvez pas saisir cette opportunité-là pour dire voilà ce que nous disons depuis des années, voilà ce que nous disons depuis des années. Quand nous on le disait, les gens disaient que oui, c'est parce que nous sommes des opposants, on n'aime pas le régime, qu'on le critique. Voilà un acteur du régime, pas n'importe lequel, qui vient dire la même chose, peut-être même plus grave. C'est un document authentique pour celui qui en doute. C'est un document très authentique pour celui qui fait le commentaire qu'il en doute. C'est un document très authentique. C'est un document très authentique pour celui qui en doute. Donc, voilà, et voilà l'intérêt de la chose. Parce qu'aujourd'hui, de tous ces gens qui sont dans UNIR ou qui sont dans le RPT, c'est une femme. C'est une femme qui a le courage. C'est une femme qui a le courage, qui a tenu ces propos-là, qui a le courage. C'est une femme qui sort et qui dit, voilà le bilan de mon mari.
Parce qu'avant, même en 2017, il y a une autre femme de fort, je dirais une de ses concubines, qui lui avait dit de démissionner. J'avais dit ça quand j'étais au Togo dans l'autre journal. En 2017, il y avait une des femmes de Faure Gnassingbé qui lui a dit les yeux dans les yeux qu'il faut démissionner. Il y avait une des femmes de Faure en 2017 qui lui a dit il faut démissionner. Ils se sont fâchés pendant qu'elle était au gouvernement. C'est une femme qui était au gouvernement qui a dit à Faure Gnassingbé il faut démissionner en 2017. J'avais déjà dit ça. Voilà, quelqu'un donne le nom dans les commentaires. Effectivement, j'avais déjà dit ça. Elle avait dit à Faure Gnassingbé il faut démissionner. Et de temps en temps, quand il y avait des grandes manifestations à Lomé, elle partait à Paris. Elle ne restait pas dans le pays. Elle partait avec sa maman à Paris. Elle restait longtemps à Paris. Quand la situation se calme, elle revenait à Lomé. Ils se sont fâchés. Et puis après, bon, ils ont repris. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le système qui disent nous ne sommes pas d'accord. La manière dont tu conduis les choses, c'est pas bien. Et donc, l'acte qu'elle vient de poser, c'est vrai que celle dont j'ai parlé tout à l'heure, elle n'a pas eu le courage de le dire publiquement. Mais elle a dit, elle a eu à le dire. Il y a d'autres personnes qui sont encore dans ce gouvernement-là, qui avaient les mêmes sentiments. Même parmi eux, il y a des corps habillés. Je n'ai pas envie de citer les noms des gens ici, mais il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, qui ont dit non, il faut qu'on pense à partir. Il faut qu'on pense à partir. Mais aujourd'hui, quand c'est une de Faure Gnassingbé, une femme de Faure Gnassingbé, qui se lève et qui fait ce bilan-là, et avec les mots qui ont été choisis, je pense que à la veille de la prestation de serment de Faure Gnassingbé, la date n'est pas choisie par hasard, c'est une sortie qui a toute la symbolique que la classe politique devait analyser au-delà je sais pas, des considérations. Parce que je ne sais pas qui peut encore vous envoyer autant d'opportunités. Et peut-être que derrière cette dame-là, c'est tout un courant qui n'est pas d'accord. Parce que les dictatures s'effondrent généralement quand les courants ne sont pas d'accord. Dans les dictatures, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu, quand Mao est mort, il y avait une guerre terrible entre le clan de certains anciens et le clan de Deng Xiaoping. Bon, la Chine n'était pas ce que nous sommes aujourd'hui, et ce que nous sommes, mais quand le camp de Deng Xiaoping a repris le dessus, il a reformé le parti communiste chinois de telle manière à basculer ce parti-là dans l'économie que nous avons aujourd'hui. La base de l'économie de la Chine aujourd'hui que nous avons, c'est Deng Xiaoping qui les a posés. Et donc, quand un régime dure tellement, à un moment donné, il y a des petits clans qui se forment, il y a des idées qui naissent, il y a des courants qui naissent, et c'est de l'affrontement de ces courants-là parfois que le régime s'effondre. Donc, ce n'est pas un acte gratuit qu'on doit regarder comme ça avec l'œil des amateurs. Les hommes politiques doivent analyser ça en laissant de côté la personne même de Mme Niakhaté. C'est-à-dire, le fait qu'elle soit la femme de Faure n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est parce qu'elle est la femme de Faure et elle dit ça. C'est parce qu'elle est la femme de Faure et qu'elle dit ça. Si une des femmes de Faure vient nous dire que son mari n'a pas été capable pendant 20 ans de bien diriger le pays et qu'elle demande qu'il n'a qu'à partir, mais écoutez, qui peut encore le dire mieux que ça? Donc, notre préoccupation, ce n'est pas la personne de Mme Niakhaté, mais c'est l'écho de l'acte qu'elle est en train de poser actuellement. Et l'écho que cela peut avoir au sein de leur propre système. Parce que c'est clair qu'elle ne peut pas être seule à faire ça. Il y a certainement des gens qui partagent la même idée qu'elle. Donc, je pense que je ne veux pas me mettre à lire tout ça ici parce que c'est très long, ça fait 5 pages. J'ai eu la version, voilà, la version finale. Si vous voulez, on peut le lire ensemble. On peut le lire ensemble si vous voulez. On peut lire ce qu'elle a écrit si vous voulez. Et vous allez écouter les termes de ce qu'elle a dit. Et vous allez... C'est comme ça que, généralement, les dictatures s'effondrent. Parce qu'aujourd'hui, le régime de Faure Gnassingbé est dans un doute total.
Ils sont en train de faire des rafistolages, de trouver des stratégies pour se maintenir au pouvoir. Mais une chose est certaine, le pouvoir est de plus en plus fragile. Et il y a des gens au sein du pouvoir, je vous ai toujours dit ça, qu'il y a des gens au sein du pouvoir qui n'ont jamais été d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Parce que les gens sont en train de passer 20 ans à servir une personne. Ils sont en train de passer 20 ans à servir la même personne. Ces gens-là ont besoin aussi de leur propre liberté. Ils ont besoin de vivre. Ils ont volé, certains ont volé de l'argent, certains ont besoin de retrouver leur liberté. Donc, à un moment donné, il y a une saturation. Il y a une saturation dans le système à servir la même personne pendant 20 ans. Dans les années 70, d'accord. Mais là, on est en 2025. Donc, les gens sont fatigués de servir la même personne. Ils ne vont pas le dire ouvertement, mais à partir du moment où Mme Nyakade a eu le courage de sortir et de dire ça publiquement, d'abord, elle est à féliciter. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce pays-là, des hommes politiques qui disent « Ah oui, on a peur, nous ne sommes pas d'accord, mais si on parle, on va mourir. » Il y a des gens qui sont dans les hommes d'affaires, qui ne sont pas capables de dire la vérité, qui sont dans UNIR, qui disent « Ah, nous sommes dans UNIR pour préserver nos affaires. » Il y a des avocats qui sont dans ce pays-là, qui font des magouilles, qui disent « Ah oui, nous sommes dans UNIR, mais on ne peut pas parler, on n'est pas d'accord. » Tous ces gens-là sont en train de préserver leurs intérêts. Donc, il y a des hommes dans ce pays qui n'ont pas le courage de cette dame-là. Et pendant qu'elle est dans le système, qu'elle a fait des enfants avec le monsieur, elle a le courage de dire que celui avec qui elle a fait des enfants, il n'est pas à la hauteur de la gouvernance du pays. Elle ne peut pas être plus claire que ça. Vous imaginez le risque qu'elle prend en faisant ça. Vous imaginez le risque qu'elle prend tout en étant dans le pays en faisant ça. Et donc, nous devons pousser d'autres personnes qui sont dans le système à délier les langues. C'est comme ça que nous devons agir. Parce que ces actes participent d'une manière ou d'une autre à fragiliser le système. Donc, on doit pousser d'autres personnes à suivre les pas de cette dame-là. À dire, écoutez, on en a assez. On a servi le père, on est en train de servir le fils, on ne sait pas quand ça va finir, il faut quand même qu'on arrête. Donc, c'est important de voir le message qui est derrière et de ne pas voir exclusivement la personne qui a délivré le message, mais de voir le message qui est derrière et comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur profit, on peut capitaliser ça. C'est comme ça que la classe politique doit réagir. Les gens ne vont pas sortir pour dire « Ah oui, non, c'est la femme de fort, on n'en a rien à foutre. » Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et je salue déjà 2 hommes politiques qui ont déjà réagi. Il y a M. Nathaniel Olympio qui a fait 2 tweets ou bien 3 tweets qui a réagi avec la lucidité qu'on le connaît. Il y a M. François Bocco qui a aussi réagi avec la lucidité qu'on le connaît. Et c'est comme ça qu'il faut réagir. C'est comme ça qu'il faut réagir. Et je vous assure que demain, à la prestation de serment de Faure Gnassingbé, l'ambiance sera très lourde. L'ambiance... Alors, si Adjamagbo a réussi, je la salue. Je n'ai pas lu Adjamagbo. Je la salue au passage. Demain, vous allez voir que l'ambiance sera très lourde demain à la prestation de serment. Parce qu'il y a comme quelque chose qui s'est passé la veille et que les gens seront dans la salle, mais ils n'auront pas le cœur dans la salle. Parce que une des femmes de la République, si je peux faire, a mis, comme on le dit, du sable dans leur attiqué. Et elle a bien choisi la date. Elle a mis du sable dans leur attiqué. La veille. Donc, la tchéké là sera difficile à manger demain. Les gens vont faire semblant de rire, de sourire, de danser, mais ils savent que l'ambiance sera pesante demain dans la salle. Parce qu'elle a mis les pieds dans les plats. Elle a mis les pieds dans les plats. Donc, c'est le moment pour les hommes politiques de tirer le meilleur profit d'un acte comme ça. Pas d'aller voir la dame, pas d'aller dire, oui, madame, il faut qu'on travaille ensemble. Non, c'est pas ça. Eux, ils doivent juste utiliser le message que la dame a fait passer. Ils n'ont pas besoin d'aller voir la dame pour dire, oui, madame, est-ce qu'on peut rester dans une coalition? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Non, c'est pas là. Eux, c'est juste le message qu'ils doivent tenir pour dire, regardez, c'est sa propre femme qui parle de lui comme ça. C'est sa propre femme qui parle de lui. Quand les journalistes parlaient comme ça, on les envoyait en prison. Quand les opposants parlaient de lui comme ça, on les envoyait en prison. Quand les poètes comme Afesio parlaient de lui comme ça, on les envoyait en prison. Quand les hommes politiques parlaient de lui, on les envoyait en prison. Voilà, c'est sa propre femme qui l'envoie en prison. Comme ça, on verra s'il va arrêter sa propre femme. S'il va arrêter sa propre femme. S'il arrête, c'est une bonne chose. Ça va créer encore plus de problèmes à l'intérieur du système. Parce qu'on ne sait pas, derrière la femme, les gens qui sont cachés.
On ne sait pas. Donc, ce n'est pas une manière, il ne faut pas dire, oui, mais on va chercher Madame Nyakade, on va chercher son téléphone, on va l'appeler, on va traiter avec elle, on va créer une coalition, on va être ensemble. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ça. Il faut juste saluer sa sortie et utiliser le message contre le système en disant, voilà ce que nous disions depuis longtemps. C'est sa propre femme qui le dit maintenant. C'est sa propre femme qui le dit. C'est sa propre femme qui dit, on ne peut pas transformer le Togo en un royaume. C'est sa propre femme qui le dit. Donc, la classe politique, même si elle-même disait ça depuis, même si les journalistes disaient ça depuis, même si les responsables de la société civile disaient ça depuis, le fait que ce message vienne d'elle, de la maison, c'est de l'oxygène pour la classe politique. Pour dire, voilà, nous n'étions pas les seuls à être dans le bon chemin. Il y a des gens dans le système qui sont aussi dans le bon chemin que nous. C'est comme ça qu'il faut interpréter ça. Voilà ce qu'elle dit. 20 ans d'espoir déçu sous Faure Gnassingbé. L'heure du bilan. Elle fait le bilan de son mari. Elle dit, 20 ans, c'est le titre du brûlot. 20 ans d'espoir déçu sous Faure Gnassingbé. L'heure du bilan. Elle fait le bilan parce que normalement, Faure devait faire le bilan des 20 ans passés au pouvoir. Il ne l'a pas fait. Mais sa femme fait le bilan à sa place. Vous avez entendu Faure Gnassingbé le 27 avril faire un discours? Vous connaissez un président de la République qui célèbre les 65 ans de l'indépendance de son pays. Il ne fait pas de discours. Il ne parle pas à la nation. Il ne dit pas ce qu'on a fait, ce qu'on doit continuer par faire, ce que lui a fait pendant les 20 ans. Vous connaissez ça? Même un simple discours, il n'a pas fait. Un simple discours, c'est-à-dire pendant la célébration de l'indépendance, les fêtes de fin d'année, et les fêtes de l'indépendance, ce sont les deux moments où on fait des discours à la nation. C'est les deux moments où on s'adresse à la nation. Fin d'année et ensuite la fête de l'indépendance. On ne peut pas imaginer par exemple la France, le 14 juillet sans discours d'Emmanuel Macron ou de qui que ce soit. On ne peut pas imaginer les États-Unis, la fête des États-Unis sans discours. On ne peut pas imaginer en Allemagne la réunification sans discours. Mais ça vous a échappé. Le 27 avril, la dernière fois, Faure n'a pas fait de discours. Il ne s'est même pas adressé aux Togolais. C'est-à-dire que ce n'est même pas sa préoccupation. Ce n'est même pas sa préoccupation. Il ne s'est même pas adressé aux Togolais. Ce n'est même pas sa préoccupation. Mais sa femme vient faire le bilan à sa place. Voilà ce qu'elle dit. Lomé, le 2 mai 2025. Donc, elle est à Lomé. Madame Nyakade, elle est à Lomé. Jean, elle dit à son mari, je vais parler. Ce que tu veux là, il faut faire ça. Le monde entier nous connaît déjà. Je suis à Lomé. Je ne suis pas à l'extérieur. Je ne suis pas quelqu'un qui a fui et qui parle dehors. Je suis là avec mes enfants. Y compris les enfants que je t'ai fait. Je suis là avec mes enfants. Je te parle sur la place publique. Ça, c'est un courage qu'il faut saluer. Donc, elle dit, Lomé, le 2 mai 2025. Un instant. Je prends connaissance d'un message et puis je vous reviens. Ok. Alors, elle dit, 20 ans d'espoir déçu sous Faure Gnassingbé, l'heure du bilan.
l'heure du bilan. Effectivement, quand on fait 20 ans au pouvoir, même si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut faire le bilan. Et comme Faure Gnassingbé n'a pas eu l'amabilité de faire le bilan, il pense qu'il ne doit pas, il n'est pas redevable, il n'a pas la culture de redevabilité de la gestion de la nation. L'une de ses femmes prend la parole à sa place et fait son bilan. Et nous allons lire ensemble le bilan que la femme de Faure fait de son mari. Alors, Lomé, le 2 mai 2025, depuis 2 décennies, ça veut dire 20 ans, 2 décennies, ça fait 20 ans. Le peuple togolais fait preuve d'un courage remarquable face à l'adversité. Depuis 2 décennies, le peuple togolais fait preuve d'un courage remarquable face à l'adversité. C'est elle qui le dit, hein. Il endure, espère, se mobilise. Les mots sont bien choisis. Il endure, espère, se mobilise. Mais trop souvent, il est réduit au silence. Mais trop souvent, il est réduit au silence. Aujourd'hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique. Quand on parle de crispation politique, ça veut dire qu'il y a une crise politique aiguë. C'est Mme Niakate qui le dit. Ce n'est pas la DMK, ce n'est pas l'ANC, ce n'est pas M. Bokor, ce n'est pas M. Yamnian, ce n'est pas M. Nathalie Olympio, ce n'est pas Mme Adjamagbo, ce n'est pas Tipi Adjadam, c'est Mme Niakate qui le dit. Elle dit qu'il y a une crispation politique dans le pays. Une nouvelle crispation politique et d'incertitude démocratique. Les mots sont bien choisis. Crispation politique et incertitude démocratique. Je prends la plume. Je prends la plume. Elle dit aujourd'hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique et d'incertitude démocratique, je prends la plume pour affirmer ceci. C'est pas cette dame, excusez-moi, qui devait prendre la plume. C'est les intellectuels, c'est les religieux, c'est les évêques, c'est les prêtres, c'est les pasteurs. C'est eux qui devaient prendre la plume. Ce n'est pas cette dame-là qui devait prendre la plume, même si elle le fait. C'est les gens qui sont d'une autre dimension, qui ont un certain aura dans le pays, qui sont des personnes morales. C'est elle qui devait prendre la plume. Mais elle autre, comme il n'y avait personne pour le faire, elle prend la plume. C'est les universitaires qui devaient le faire. C'est les têtes couronnées, c'est les religieux, c'est les intellectuels. Mais tous ces gens-là ont démissionné. Alors elle autre, face à l'incertitude démocratique et aux crispations politiques, je prends la plume. Ça dit, elle est décidée, je prends la plume. Les imams, excuse-moi, je les oublie souvent. Je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. C'est la maxime qu'elle déroule. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Ça veut dire, cette dame nous dit, pendant longtemps, la volonté du peuple togolais n'a jamais été respectée. Cette femme nous dit, pendant longtemps, la volonté du peuple togolais n'a jamais été respectée. Par qui? Par son mari. Elle nous dit, pendant longtemps, la volonté, le désir du peuple togolais n'a jamais été respecté. Par qui? Par son mari. L'homme avec qui elle a fait des enfants. Et elle nous dit, il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Je prends la plume pour affirmer ceci. Ça veut dire, je le dis, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse me faire, je le dis. Je prends la plume. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Qu'est-ce que Afeksio a dit? Et on l'a envoyé en prison. Fais ta part. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Afeksio a dit? Et on l'a envoyé en prison. Fais ta part. Et on l'a envoyé en prison. Là, Mme Niakate vient nous dire, je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Je n'écris pas ces lignes en tant que partisane, mais en tant que citoyenne togolaise. Elle s'exprime en tant que togolaise, sans parti pris. Je n'écris pas ces lignes en tant que partisane, mais en tant que citoyenne togolaise. Femme, mère, elle précise son rôle de femme, mère, c'est-à-dire elle a des enfants. Je crois que notre Togo est possible.
Et je sais que ce changement ne viendra pas d'en haut. Je crois que notre Togo est possible. Mais je pense que ce changement ne viendra pas d'en haut. Mais du peuple lui-même, de sa mobilisation, de sa vigilance, son unité. Il est temps d'écouter le peuple. Et elle met ses parties en gras, les parties que je vous dis là. Par exemple, il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Et il est temps d'écouter le peuple. Elle met ça en gras. Elle insiste sur ça. Il est temps d'écouter le peuple. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est la veillée. Hein? On va veiller. Puisque demain, on va introniser fort. Nous aussi, on va veiller. Puisque demain, les imposteurs vont introniser le nouveau monarque. Nous, on va veiller. On va veiller. On va veiller pour parler aux Togolais. On va veiller. Donc, je n'avais pas besoin de faire ce live. J'aurais pu le faire dimanche. Dimanche, je vais continuer. Mais là, on va veiller. Et on va parler aux Togolais. On va faire un commentaire composé de ce que cette dame a sorti aujourd'hui comme un document fondamental. « 20 années se sont écoulées depuis la section de Fort-Gnassingbé à la magistrature suprême, dans des circonstances que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. » Écoutez très bien. Écoutez les mots qu'elle utilise. 20 ans se sont écoulés depuis la session de Fort-Gnassingbé à la magistrature suprême, dans des circonstances que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. Elle nous rappelle dans son brûlot que son mari est arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses, douloureuses. C'est-à-dire, elle fait allusion, ou elle nous rappelle que son mari est arrivé au pouvoir dans un bain de sang. C'est ce qu'elle nous dit. Elle dit, 20 ans se sont écoulés depuis la session de Fort-Gnassingbé à la magistrature suprême dans des conditions que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. Dans une déclaration devant le peuple souverain, il reconnaîtra l'ampleur en ces termes. C'est-à-dire que la dame dit, dans une déclaration devant le peuple togolais, Fort-Gnassingbé reconnaîtra l'ampleur des dégâts de son accession au pouvoir en ces termes. Je cite, « Plus jamais ça au Togo. » Madame Nyakade cite Fort-Gnassingbé. Après son accession au pouvoir, avec mort d'homme qu'il y a eu, elle rappelle que Fort a pris l'engagement que plus jamais ça au Togo. Fin de citation. C'est elle qui le dit. Fin de citation. Aujourd'hui, alors qu'une nouvelle manœuvre politique a été orchestrée pour maintenir Fort au sommet de l'État, sous une autre étiquette, écoutez très bien les mots, elle est en train de dénuder leur subterfuge. Le subterfuge qui leur permet de balancer Fort aujourd'hui comme président de PCM, alors que c'est lui qui a toujours la totalité du pouvoir, et fait croire à la communauté internationale qu'il y a eu une espèce de changement de poste de décision. Elle dit ça. Donc, alors qu'une manœuvre politique a été orchestrée pour maintenir Fort-Gnassingbé au sommet de l'État, sous une autre étiquette, c'est-à-dire tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est Fort qui est toujours maintenu au sommet de l'État. C'est pour permettre à Fort de rester au pouvoir. Une question fondamentale s'impose. Quel est le véritable bilan de Fort-Gnassingbé après 2 décennies de règne? Quel est le bilan? Quel est le véritable bilan de Fort-Gnassingbé après 2 décennies de règne? C'est Nyakade qui le dit. Ce n'est pas Ferdinand qui a passé le temps à faire le bilan de Fort, à parler des routes, des hôpitaux, des universités qui n'existent pas, de la dette et tout ça. C'est Nyakade qui le dit. Elle a été au gouvernement. Elle était au gouvernement. C'est son mari. Elle parle de son mari. En 2005, il proclamait, je cite, elle rappelle toujours les citations d'engagement de Fort. En 2005, il proclamait, je cite, « Lui c'est lui, moi c'est moi », fin de citation. Parlant de son père, lorsqu'on a interrogé Fort-Gnassingbé, il a dit « Son père c'est son père, moi c'est moi ». Pour dire, en fait, que
il ne ressemble pas à son père, que son père c'était une autre période et lui c'est une nouvelle période. Donc lui c'est lui, moi c'est moi. Ce n'est pas les journalistes comme Ferdinand ou tous les journalistes qui sont à Lomé qui le disent. C'est Madame Nyakadé qui le dit. Lui c'est lui, moi c'est moi. Fin de citation. Annonçant, donc fin de citation, annonçant une prétendue, écoutez très bien, prétendue, les mots sont bien choisis, une prétendue rupture prémonitoire avec la gouvernance de son père, le général Gnassingbé Eyadema. Cependant, 20 ans plus tard, en dépit de plus de 15 000 milliards, 15 000 milliards, Madame Nyakadé nous donne les chiffres que même les gens de la classe politique ne nous ont jamais donnés. Elle nous dit qu'en 20 ans, Faure a injecté 15 000 milliards dans l'économie togolaise. Écoutez bien le chiffre. En dépit de plus de 15 000 milliards. 15 000 milliards. C'est Madame Nyakadé qui le dit. Elle a été au gouvernement. C'est une banquière. C'est une diplômée de finance. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle parle des chiffres. Elle dit 15 000 milliards injectés dans l'économie. Les résultats tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des Togolais peinent à prendre corps. Malgré les 15 000 milliards que Faure Gnassingbé a injectés dans l'économie. Et les 15 000 milliards sont venus d'où? De la dette, des emprunts, des sociétés d'État qu'ils ont vendangés, des privatisations. Malgré les 15 000 milliards qu'on a mis dans l'économie, le quotidien des Togolais n'a pas changé. C'est Madame Nyakadé qui le dit. In fine, c'est-à-dire à la fin, force est de constater que les proches de Faure Gnassingbé qui aujourd'hui célèbrent et glorifient le général Gnassingbé Eyadema et ses œuvres sont les mêmes qui proclamaient haut et fort que Eyadema a laissé un Togo socialement délabré, politiquement divisé et économiquement exsangue. Ça vous rappelle qui? Écoutez bien cette phrase-là. Elle dit ceci. In fine, force est de constater que les proches de Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui célèbrent et glorifient le général Eyadema et ses œuvres, sont les mêmes qui proclamaient haut et fort que Eyadema a laissé un Togo socialement délabré, politiquement divisé et économiquement exsangue. Elle cite qui? Ajoutant au constat, Faure Gnassingbé lui-même, selon lequel le Togo, voilà, ajoutant au constat de Faure Gnassingbé lui-même, qui déclarait que que c'est une minorité qui s'accapare les richesses nationales. Donc la dame dit, ce constat-là, qu'on a tous écouté, que je vous ai joué dans mes lives ici, qui est de Trimois, s'ajoute à un autre constat que Faure Gnassingbé lui-même a fait en disant c'est une minorité qui s'accapare les richesses nationales. Ce paradoxe, c'est-à-dire le fait que des individus qui disaient que Eyadema leur a laissé un pays socialement délabré, économiquement exsangue, et Faure lui-même d'ajouter que c'est une minorité qui s'accapare les biens du pays, ce paradoxe met en lumière l'échec d'une gouvernance incapable de tracer sa propre voie et porter l'espoir d'une véritable transformation structurelle du pays, du Togo. Ce paradoxe met en lumière l'échec d'une gouvernance incapable de tracer sa propre voie et porter l'espoir d'une véritable transformation structurelle du Togo. C'est Madame Nyakadé qui le dit. Qu'il me soit permis, ici, de souligner à juste propos que l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir a suscité un regain d'intéressement de la communauté internationale vis-à-vis du Togo. En effet, la reprise de la coopération avec les partenaires au développement bilatéraux comme multilatéraux a conduit dans un premier temps à une annulation partielle de la dette publique, faisant passer le stock de la dette publique globale du Togo de 1210 milliards en 2005 à 767 milliards de francs en 2010.
Madame nous rappelle que le Togo a bénéficié, quand Faure est arrivé, malgré les conditions douloureuses dans lesquelles il est arrivé, il a bénéficié d'une certaine malveillance et bienveillance de la communauté internationale, autant les partenaires multilatéraux que bilatéraux. Et que dans cette dynamique-là, il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu une annulation de la dette qui était de 1210 milliards de francs CFA en 2005 à 767 milliards en 2010. Vous voyez, la dame qui parle là, elle est structurée. Non seulement elle est structurée, elle a les documents, elle a les chiffres. Elle a les chiffres, les vrais chiffres. C'est ce que nous aurions souhaité que nos hommes politiques fassent depuis longtemps. Vous m'avez toujours suivi, j'ai toujours dit aux hommes politiques, il faut parler avec les chiffres, il faut donner les éléments probants. C'est avec ça que vous devez montrer que vous avez les capacités de prendre le pays et de le redresser. Il faut montrer les chiffres. Là, elle nous sort les chiffres que je n'ai pas encore entendus ou je n'avais pas entendu par le passé. Aucun opposant, bon, je ne vais pas parler d'opposant, aucun homme politique, je n'ai jamais entendu un seul homme politique me dire que pendant 20 ans, Faure a injecté 15 000 milliards dans l'économie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les chiffres. Mais elle nous sort les chiffres. Ce processus d'allègement de la dette va ouvrir la voie au financement de plusieurs programmes. Donc, elle cite les programmes, tous les programmes que j'ai eu toujours à citer, que d'autres journalistes ont eu aussi à citer. Ce processus d'allègement de la dette a ouvert la voie au financement à travers plusieurs programmes tels que le DSRP, le document stratégique de réduction de la pauvreté, DSRP, et la stratégie de croissance accélérée de la promotion de l'emploi, SCAP. Ceci va provoquer un réendettement. Elle dit, le fait qu'on a allégé notre dette a conduit, a ouvert la voie au financement de plusieurs programmes. Et ces programmes nous ont reconduits dans le cycle de la dette. Donc elle a dit, ces programmes, voilà, ces programmes vont provoquer un réendettement du pays, faisant passer la dette publique globale de 767 milliards en 2010. Donc la dette était de 767 milliards en 2010. Les programmes DSRP, tout ça, ont ramené la dette à 3 800 milliards fin 2023. 3 800 milliards 2023. Oui, l'homme politique qui donne souvent les chiffres au Togo, c'est Nicolas Lossol, il y a Nathaniel Olympio aussi. Quand eux sortent, ils donnent toujours des chiffres. Eux, ils donnent toujours des chiffres. Donc, elle continue. Ces ressources mobilisées au nom du contribuable togolais se sont transformées en un fardeau écrasant, le fardeau de la dette, en un fardeau écrasant pour les générations présentes et futures. En réalité, le stock de la dette actuelle n'a pas de contrepartie en actifs de production. Les économistes peuvent connaître les termes décodés. Elle dit, le stock de la dette actuelle n'a pas de contrepartie en actifs de production. Les économistes et les financiers savent de quoi elle parle. Moi, je connais mes limites. Donc, voilà. Donc, voilà. À cela s'ajoute, maintenant, elle donne des cas. À cela s'ajoute la privatisation massive d'institutions publiques, notamment la BTD. On a toujours dénoncé la privatisation des banques. J'ai toujours dénoncé, j'ai toujours parlé des bijoux de famille que Faure a vendus. Les bijoux de famille, j'ai toujours dit, même quand il y a la famine, on ne vend pas les bijoux de famille. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit, on ne vend pas les bijoux de famille. Même s'il y a la famine, on ne vend pas les bijoux de famille. Donc, j'ai toujours dénoncé ça dans mes lives, dans mes émissions, depuis des années. J'ai toujours parlé des bijoux de famille. Donc, Mme Nyakadé nous dit, à cette dette-là, qui a été provoquée par le réendettement du Togo, il y a eu la privatisation de plusieurs institutions publiques et des sociétés d'État. Elle cite la BTD, la BTCI, Togo Télécom, etc. L'impact concret demeure invisible. Elle nous dit, malgré la privatisation de toutes ces sociétés-là, ces bijoux de famille, l'impact n'existe pas. En clair, elle nous dit qu'on a privatisé les sociétés, mais le Togo ne tire aucun bénéfice de ces sociétés-là. L'argent part où? Elle nous met sur des pistes. Donc l'argent va où?
quand on a privatisé les sociétés, là, l'argent sert à quoi? C'est ce qu'elle nous dit. Donc, l'impact concret demeure invisible. Elle ne dit même pas que l'impact n'est pas probant. Hein. Elle dit que l'impact est invisible. Et donc, il n'y a même pas d'impact. C'est rien. C'est invisible. La symbolique de cette carence en matière de gestion, elle parle de carence en matière de gestion. Faure Gnassingbé a fait des études d'économie à Dauphine en France et à George Washington. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Mais sa femme nous dit que sa gouvernance, il y a une symbolique c'est la symbolique de cette carence. Sa femme parle de carence en matière de gestion des finances publiques. La femme nous parle de carence en matière de gestion des finances publiques. Elle parle de son mari, celui qu'on nous a présenté comme diplômé de George Washington. Je ne sais pas, c'est George Washington, je ne sais pas, c'est Harvard, je ne sais même pas. Je pense que c'est George Washington et de Dauphine. Elle nous dit qu'il traîne une carence en matière de gestion des finances publiques. C'est elle qui le dit, ce n'est pas moi. Si moi je le disais, la HAC devait me convoquer et fermer mon journal. Mais c'est la dame qui le dit. Donc, elle dit, la symbolique de cette carence en matière de gestion des finances publiques est la succession des collectifs budgétaires. La succession des collectifs budgétaires depuis 2015. Elle nous dit, depuis 2015, on n'est même pas capable de gérer les finances publiques au point qu'on multiplie les collectifs budgétaires. Vous connaissez le principe du collectif budgétaire pour ceux qui connaissent l'application de la loi des finances. Donc, on multiplie les collectifs budgétaires depuis 2015. Cela dénote de la navigation à vue des gouvernements de Faure Gnassingbé. Madame Nyakadé nous parle de la navigation à vue des gouvernements de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire, pour Madame Nyakadé, tous les premiers ministres que Faure Gnassingbé a eu là, Victoire Tomegao, qui avant elle, qui après elle, qui après elle, tout ça, c'est des plaisantins. C'est des gens qui étaient là, qui ne savaient pas de ce qu'elle faisait. C'est une navigation à vue. Et comme Faure lui-même traîne des carences en matière de gestion des finances publiques, les premiers ministres qui sont aussi nuls n'ont pas pu combler, lui, ses propres carences. Et donc, c'est une navigation à vue. Vous savez ce qu'on appelle navigation à vue? Quand vous naviguez à vue, c'est que si c'est l'avion, le crash, c'est clair. Si c'est le bateau, vous allez heurter un iceberg, comme, comme le Titanic. Donc, elle nous parle d'une navigation à vue de tous les gouvernements de Faure Gnassingbé. C'est Mme Nyakadé qui le dit. Ce n'est pas un journaliste togolais qui le dit. Ce n'est pas un opposant qui le dit. Ce n'est pas un homme de la société civile qui le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui est en vue au pouvoir qui le dit. C'est Mme Nyakadé qui le dit. Il y a eu que de la... Attendez, mais quand même... Alors, en tout état de cause, elle tire les conclusions, en tout état de cause, la réalisation d'un taux de croissance à 2 chiffres, en tout état de cause, la réalisation d'un taux de croissance à 2 chiffres, la relance de la consommation des ménages et la performance du secteur privé pour une relance globale de notre économie reste d'immenses défis à relever. Tout ça, c'était du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. C'est ce qu'elle nous dit. Au demeurant, ces objectifs ne peuvent pas être atteints s'il y a une réduction significative des détournements de deniers publics. Écoutez-moi très bien. Elle dit, ces objectifs ne peuvent pas être atteints. Ces objectifs ne peuvent être atteints que s'il y a une réduction significative des détournements de deniers publics. L'instauration de la fin de l'impunité des crimes économiques. Madame Nyakadé parle de la réduction significative des détournements des deniers publics. Qu'est-ce que j'ai toujours dit les dimanches? Les gens qui volent l'argent public. On vient ici, on dit qu'au Ferdinand, il dit des choses, il ment, et il fait ci. Qu'est-ce que j'ai toujours dit? Les scandales qu'on a toujours relevés dans ce pays, on n'a jamais inquiété personne. Elle dit, c'est elle qui le dit, au demeurant, les objectifs de croissance ne peuvent être atteints que s'il y a une réduction significative des détournements de deniers publics. Ça veut dire que les voleurs publics existent plein, ils sont pleins. C'est ce qu'elle nous dit. Et elle continue, et l'instauration de la fin de l'impunité
des crimes économiques. Elle parle des crimes économiques. Quand on utilise l'expression crime économique, c'est que c'est grave. Et elle sait de quoi elle parle. Elle parle des crimes économiques. Le système sanitaire, elle prend les choses, hein. Vous avez vu comment elle est structurée. Elle a parlé de la dette. Elle a parlé après des programmes qui ont échoué. Elle a parlé du réendettement. Et là, elle touche le secteur de la santé. Elle touche le secteur de la santé. Elle dit, le système sanitaire n'a subi en 20 ans aucune transformation structurelle. Elle dit, le système sanitaire n'a subi en 20 ans aucune transformation structurelle nécessaire à la satisfaction des besoins des populations. Ça veut dire que depuis 20 ans que Faure est là, le système sanitaire est resté en l'état où il a trouvé. Ou même peut-être c'est encore plus dégradé. Et donc, elle dit pendant 20 ans, le système sanitaire n'a subi aucune transformation structurelle permettant de satisfaire aux besoins immédiats des populations. Ça veut dire que le système sanitaire est à l'agonie. Elle dit, sur le plan de la santé, Faure Gnassingbé n'a rien fait. Et le constat est là, tout le monde peut le voir. Les hôpitaux sont des mouroirs. Le CHU, Sylvanus Olympio, en est un exemple parfait. Donc, elle dit, le système de santé est cadavérique. C'est cadavré. Et elle continue. La contractualisation, j'ai toujours parlé de ça. Les syndicats aussi ont parlé de ça. La contractualisation ne semble pas avoir répondu ni aux attentes des populations, ni à celles du personnel soignant. Les réformes relatives à l'imposition de l'assurance maladie. Voilà. Les gens de AMU là, vous êtes en ligne. Madame Nyakadé parle. On a toujours dénoncé ça. Maintenant, elle parle. Elle dit, la contractualisation ne semble avoir répondu ni aux attentes des populations, ni à celles du personnel soignant. Les réformes relatives à l'imposition de l'assurance maladie, sans études approfondies. Elle dit, on a imposé l'assurance maladie sans aucune étude approfondie. C'est Madame Essor-Zimna Nyakadé qui le dit. Marguerite, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'elle s'appelle. La contractualisation ne semble avoir répondu ni aux attentes des populations, ni à celles du personnel soignant. Les réformes relatives à l'imposition de l'assurance maladie, sans études approfondies, sans consultation préalable. Sans consultation préalable. Elle dit que l'assurance maladie a été imposée sans études, sans consultation préalable. Sans consultation préalable des acteurs concernés, n'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises. N'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises. N'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises privées. Donc, n'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises privées et risquent dans le moyen terme d'augmenter les charges, dans le moyen terme de déstabiliser. Et risque dans le moyen terme de déstabiliser le secteur de la santé. Elle dit, cette histoire d'assurance maladie là, qui a été conçue sans aucune étude, sans aucune concertation des acteurs, va entraîner une déstabilisation à terme du secteur de la santé. Nous l'avons dit, beaucoup de voix l'ont dit, même les syndicats l'ont dit, mais Faure n'a entendu personne. Il continue. Avec son ancien ami Miji Yawa. Miji Yawa ou Miji Akosiwa. Je me perds un peu dans mes lectures, un instant. En termes d'infrastructure, Faure Gnassingbé s'est tellement reposé depuis 20 ans. Non, j'aime l'expression qu'elle a utilisée. Elle dit, en termes d'infrastructure, Faure Gnassingbé s'est tellement reposé en 20 ans. C'est-à-dire qu'en 20 ans, son mari s'est tellement reposé. En termes d'infrastructure, Faure Gnassingbé s'est essentiellement reposé depuis 20 ans sur les CHU et les CHR construits par le général Eyadema. Elle dit, en 20 ans de pouvoir, Faure s'est adossé seulement au CHU et au CHR construits par son père. Lui n'en a construit aucun. En 20 ans de pouvoir. Les ménages togolais, après 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé, continue malheureusement par supporter le poids du coût de financement de la santé à hauteur de 51%. Donc, elle nous donne aussi un autre chiffre important. Que
le poids du coût de la santé est à hauteur de 51%. Donc, on apprend beaucoup ce soir. Elle nous donne un chiffre important. Que le poids du coût de la santé est à hauteur de 51%, qu'on fait supporter aux ménages. C'est elle qui le dit. Les déséquilibres régionaux. Elle parle des déséquilibres régionaux. Les déséquilibres régionaux relatifs à l'accès aux services sociaux de base n'ont pas été corrigés. Elle dit pendant 20 ans, Faure n'a pas réussi à corriger les déséquilibres régionaux sur le plan des services sociaux, l'accès aux services sociaux. Une bonne majorité des populations peinent à avoir l'eau potable. On l'a toujours dit dans nos directs et dans nos émissions. Une majorité des populations peinent à avoir de l'eau potable, en particulier dans les zones rurales. Les milliards de francs investis dans les projets. Voilà. Je suis tellement content. Les milliards de francs investis dans les projets. Contour global. Centrale Kekeli. Ciseaux. il reste seulement Centrale Viviti. C'est-à-dire, elle note tout ce qu'on a noté pendant longtemps. Les milliards de francs CFA investis dans les projets, contour global, Centrale Kekeli, ciseaux. Il reste juste, on va ajouter Viviti. Censé régulariser le déficit énergétique du Togo se révèle aujourd'hui totalement perdu. Elle nous dit les milliards qu'on a investis dans le secteur de l'énergie sont totalement perdus. Ils n'ont pas résolu le problème des Togolais. On l'a toujours dénoncé dans les journaux, dans la presse, pour ceux qui livrent la presse. Contour global, tout ça, on a fait des scandales. En effet, le Togo est en proie à des coupures intempestives d'électricité sur toute l'étendue du territoire depuis plus d'un an. Par ailleurs, les informations concordantes révèlent les réelles difficultés financières de la CET. Elle nous dit que la CET ne tient plus sur ses pieds. Donc la CET risque aussi de s'effondrer. Faure Gnassingbé, durant les 20 dernières années, a complètement négligé notre système éducatif. Voilà. Système éducatif. Elle quitte la santé, elle tombe sur l'éducation. Elle dit en 20 ans, Faure Gnassingbé a négligé le système éducatif. En lieu et place des réformes qui auraient dû être engagées, notre système éducatif a été piloté au mieux par des arrêtés ministériels, au pire par des communiqués. Elle dit, le système éducatif a été piloté par des arrêtés ministériels ou pas juste des communiqués. Les chiffres montrent globalement que Faure Gnassingbé n'a jamais inscrit dans ses priorités. Écoutez très bien la phrase qu'elle utilise. Les chiffres montrent globalement que Faure Gnassingbé n'a jamais inscrit dans ses priorités l'éducation nationale. Madame Niakate, c'est une ancienne ministre. C'est une ancienne banquière. C'est la femme de Faure. Elle nous dit, pendant 20 ans, son mari n'a jamais inscrit dans ses priorités l'éducation nationale. C'est elle qui le dit. Nous le savions quand nous constatons l'état de nos établissements. Mais elle vient appuyer ça. Que pendant 20 ans, Faure ne s'est même pas préoccupé de l'éducation nationale. Ce n'est pas sa priorité. En effet, les ménages depuis 20 ans inscrits dans ces... les ménages depuis 20 ans supportent le coût de la scolarisation des enfants en moyenne à hauteur de 62,69%. Écoutez très bien ce qu'elle dit ici. Elle dit, en effet, les ménages depuis 20 ans supportent le coût de la scolarisation des enfants en moyenne à hauteur de 62,69%. L'État, malheureusement, ne prend pas en compte les 37%. Le Togo est toujours attributaire de l'aide publique au développement, APD, qui se chiffre en moyenne à des milliards de nos francs. Dès lors, il nous paraît évident que notre système éducatif n'a aucun avenir avec Faure Gnassingbé. Madame Niakate nous dit, en concluant sur la page de l'éducation, que notre système de l'éducation n'a aucun avenir avec Faure Gnassingbé. Elle dit, le système éducatif est supporté par les ménages à hauteur de 62,69%. Et les 37,% que l'État devait prendre en charge, l'État ne le fait même pas. Et donc, c'est l'aide publique au développement qui vient combler les 37%. Et donc, ce système éducatif n'a aucun avenir
avec Faure Gnassingbé. Vous écoutez très bien que tant que Faure Gnassingbé est au pouvoir, le système de l'éducation au Togo n'a aucun avenir. C'est Mme Nyakadé qui le dit. Le secteur agricole, très intéressant. Écoutez ici, l'agriculture. Oh là là, les milliards. On peut commencer par citer les projets agricoles. Les fameux projets d'Agadazi. PADAT, SADAT, ZAP, PAZA, PPAO. Tous ces projets qui ont englouti des milliards. Mais aujourd'hui, nos paysans continuent d'aller au champ avec les roues et les dabas. Voilà. Écoutez les termes que Mme Nyakadé a utilisés ici. C'est mis en gras. Le secteur agricole est celui qui illustre le plus le gaspillage des ressources. Écoutez très bien. Le secteur agricole est celui qui illustre le plus le gaspillage des ressources du contribuable togolais. Ok. D'accord. D'accord. Le secteur agricole est celui qui illustre le plus le gaspillage des ressources du contribuable togolais sur les 20 dernières années. Les nombreuses propagandes politico-médiatiques, elle parle de propagande politico-médiatique. Elle dit, le secteur agricole a été livré juste à de la propagande politico-médiatique. Les nombreuses propagandes politico-médiatiques sur les différents projets incarnés par le ministère de l'Agriculture contrastent fortement avec le niveau d'inflation actuel des denrées alimentaires de première nécessité. Elle touche du doigt certaines réalités qui touchent directement les populations. Elle dit, malgré les milliards qu'on a mobilisés, on n'a servi que de la campagne politico-médiatique aux gens et que la vie des citoyens ne s'est pas améliorée et qu'aujourd'hui, il y a une inflation au niveau des produits de première nécessité. La vie coûte désormais cher au Togo et le gouvernement est sans solution. La vie coûte désormais cher au Togo et le gouvernement est sans solution. C'est Madame la ministre qui le dit. Plus de 600 milliards, écoutez le chiffre, plus de 600 milliards de francs CFA, 600 milliards, plus de 600 milliards de francs CFA, engagés sur des projets tels que le PNIAZA, le PAZA, le PADAT, le PPAO, le programme des zones d'aménagement agricole, ZAP. Je répète, plus de 600 milliards de francs CFA engagés sur des projets tels que le PNIAZA, le PAZA, le PADAT, le PPAO, le programme des zones d'aménagement agricole ZAP n'ont pas permis de structurer notre agriculture et de la rendre performante. Les 600 milliards qu'on a mobilisés autour de tous ces projets que je viens de décliner, selon Mme Nyakadé, tout cet argent, ces milliards, n'ont pas permis de rendre performante notre agriculture. L'agriculture, au contraire, il est difficile d'évaluer au stade actuel les résultats de ces investissements. L'agriculture qui aurait pu faire partie des piliers qui portent notre croissance reste rudimentaire. L'agriculture, selon le document que je suis en train de vous lire, Madame dit l'agriculture reste rudimentaire. Je vous ai parlé de tous les projets scandaleux de l'agriculture. La riziculture de Diagblé, l'étude de Convier, tout ça, c'était de la propagande. Donc, elle dit l'agriculture reste rudimentaire. C'est-à-dire que les gens continuent d'aller au champ avec les roues, les coucoupes, les dabas, comme à l'époque de nos grands-parents, au temps ancien, au temps de nos ancêtres. Elle est artisanale. Elle dit l'agriculture est rudimentaire. Elle est artisanale. Et sans perspective. Elle dit l'agriculture est sans perspective sous le règne de Faure Gnassingbé. Autant elle venait de dire qu'on ne peut rien attendre de Faure Gnassingbé en termes d'éducation,
Elle dit que l'agriculture au Togo est sans perspective sous le règne de Faure Gnassingbé. C'est elle qui le dit. L'agriculture est sans perspective sous le règne de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien attendre de Faure Gnassingbé concernant l'agriculture. Donc, c'est-à-dire que le gars, il est arrivé à son niveau de capacité, il ne peut plus rien faire. Donc, vous ne pouvez rien attendre de lui. Elle continue en disant, l'initiative avortée de l'endossement d'une usine de production d'engrais à notre industrie de phosphate. Voilà ce qu'elle dit. L'initiative avortée de l'endossement d'une usine de production d'engrais à notre industrie phosphatée symbolise le mépris que Faure Gnassingbé accorde à notre agriculture et à notre commerce intérieur. Elle nous dit, il y avait un projet de création d'une industrie d'engrais à partir des phosphates. Quand vous allez à Kpémé là, j'ai repartagé une vidéo sur Facebook quand j'étais allé à Kpémé pour faire le reportage sur les bouts de phosphate qu'on déversait dans la mer. Cette usine-là, l'embryon de cette usine est à côté là-bas à Kpémé. Elle n'a servi à rien du tout. Si vous allez là-bas aujourd'hui, c'est les épaves. C'est l'épave que vous trouvez. Elle dit, cet échec-là symbolise le mépris que Faure Gnassingbé accorde à notre agriculture et à notre commerce intérieur. Je résume. Sur le plan de l'éducation, elle dit il ne faut plus rien attendre de Faure Gnassingbé. Sur le plan de l'agriculture, il dit il ne faut plus rien attendre de Faure Gnassingbé. Sur le plan de la santé, elle dit il ne faut plus rien attendre de Faure Gnassingbé. Elle continue. La gouvernance, ouais, ça c'est l'OTR. Elle tombe sur l'OTR. Là, je suis content. Un instant. Alors, les défenseurs de l'OTR, sortez ici. Elle tombe sur l'OTR. Là, je suis content. Parce que j'ai encore plein d'autres choses sur l'OTR à dire. Pas aujourd'hui. Elle tombe sur l'OTR. Et là, je suis content. Elle dit, la gouvernance s'est réduite à un exercice de propagande politique. Elle dit, la gouvernance de Faure Gnassingbé s'est réduite à un exercice de propagande politique, à des fins de conservation de pouvoir, reléguant au second plan la transformation structurelle du pays en vue de son développement socio-économique. Les gars, plusieurs fois dans mes lives, dans mes émissions, j'ai toujours dit ceci, que Faure veuille rester au pouvoir, au moins il n'a qu'à développer le Togo. J'ai dit ça plusieurs fois. J'ai dit, il est au pouvoir, d'accord, c'est lui qui est là. Un jour, il partira d'une manière ou d'une autre. Mais pendant qu'il est là, il n'a qu'à développer le pays. Il n'a qu'à faire comme les voisins. Il n'a qu'à faire les routes, construire les hôpitaux, construire les universités. J'ai toujours dit ça. Madame Nyakade vient le rappeler en disant que la gouvernance est réduite à un exercice de propagande politique à des fins de conservation de pouvoir, reléguant au second plan la transformation structurelle du pays en vue de son développement socio-économique. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire, il vit du pays, il fait les affaires avec le pays, mais il ne développe pas le pays. Il s'en fout. Ainsi, c'est maintenant qu'elle tombe sur l'OTR. Ainsi, le projet de création de l'OTR s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. Voilà. Yes. Yes. Vous savez, je suis très content de cette phrase-là. Parce que quand je parle de l'OTR, et ce n'est pas fini, je vais encore parler de l'OTR dimanche. Quand je parle de l'OTR, il y a des gens qui sortent, qui racontent tout et n'importe quoi. Écoutez ce que madame dit. Elle dit, le projet de création de l'OTR s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. Elle dit, ainsi, le projet de création de l'OTR s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. Elle dit, en somme, ceux qui sont à la tête de l'OTR s'enrichissent vachement sur le dos de la République. Qu'est-ce que j'ai toujours dit depuis des années? Comme si je connaissais cette dame. Qu'est-ce que j'ai toujours dit depuis des années? Qu'est-ce que j'ai toujours dit depuis des années? Sur les scandales, les phosphates, les projets agricoles, l'OTR. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de l'OTR? Sur la fortune de Tchadier, qu'est-ce que je n'ai pas dit?
Il n'y a pas que Tchodier seul. Tous les inspecteurs, tous les agents de l'OTR. Je vous projetterai des images dimanche sur comment des gens qui sont à l'OTR, certains qui n'ont même pas fait encore 10 ans de service, construisent des immeubles à Lomé. Vous allez voir comment les gens construisent des immeubles à Lomé. Des gens achètent des voitures de 25 millions pour aller au champ. Ils travaillent à l'OTR. Les gens sont des fonctionnaires de l'OTR. Ils achètent des voitures de 25 millions pour aller au champ. Au plus de 25 millions, 4 pick-up, dans un pays où on n'a pas d'ambulance, on n'a pas de bourse pour les étudiants, on n'a rien. Un fonctionnaire qui est payé peut-être à 800 000 francs par mois, il a tellement de maisons, il a tellement d'immeubles qu'il achète une voiture de 28 millions, c'est exactement ça, 28 millions pour aller au champ les week-ends. Il va au champ avec une voiture de 28 millions. Je vais vous projeter des images dimanche, quelques images de certains immeubles que vous allez voir à Lomé, construits par les agents de l'OTR. Pendant ce temps, vous savez que le GIABA et le CENTIF ont déclaré il y a 3 semaines que le Togo, il y a énormément de blanchiment d'argent au Togo à travers l'immobilier. Ils ont fait un séminaire à Lomé où ils ont classé le Togo comme le Togo porte tous les risques de blanchiment d'argent à travers l'immobilier. Toutes les maisons, les résidences qui poussent à Lomé là, les résidences meublées, les appartements, tout ça, c'est les fonctionnaires. Et ce sont des achats qui se font de main à main. Dans le rapport du GIABA, il est dit que 60% des transactions immobilières et foncières au Togo se font cash. 60% des transactions financières au Togo se font cash. C'est-à-dire, ça échappe à tout contrôle. C'est-à-dire, je vais acheter une maison à 100 millions, je donne de l'argent cash. Vous voyez ça? Donc, Madame Nyakade, qui a été au gouvernement et qui est une financière réputée, elle nous dit ça. Elle nous dit, ainsi, le projet de création de l'OTR s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. Le budget de fonctionnement des 2 régies financières, impôts et douanes, est passé en quelques années d'un peu plus de 5 milliards à 19 milliards pour une institution qui n'a que pour attribution le recouvrement des recettes fiscales. Là, elle nous donne des chiffres fabuleux. Elle nous dit, le budget de fonctionnement, écoutez très bien, les budgets de fonctionnement pour l'OTR qui n'a que pour objectif de collecter les taxes fiscales, les recettes fiscales. C'est-à-dire, vous devez juste collecter les impôts et les taxes. Donc, le budget de fonctionnement de l'OTR est passé de 5 milliards à 19 milliards de francs CFA pour une institution qui n'a que pour attribution principale le recouvrement des recettes fiscales. Le budget de fonctionnement de l'OTR est passé de 5 milliards à 19 milliards pour une institution qui n'est chargée que de collecter les recettes fiscales. Vous imaginez ça? Dans les 19 milliards là, il y a peut-être 15 milliards qui disparaissent ou bien il y a 12 milliards qui prennent un autre chemin. Vraiment, elle a touché le point G. Mais ce qu'elle dit là, mais attendez. La gestion de l'OTR s'est progressivement muée en celle d'une entreprise privée opérant dans une totale opacité. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand je parlais de Tchodier, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Tchodier gère l'OTR comme une entreprise privée. En toute opacité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, la gestion de l'OTR s'est progressivement transformée en une entreprise privée opérant en toute opacité. C'est-à-dire, ne rendant compte à personne. Oui, je vais voir ceux qui font la modération. Les gens cherchent le document, je peux vous l'envoyer. Ceux qui font la modération. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux vous envoyer le document pour que vous le partagiez dans le TikTok? Si vous êtes prêts, vous me dites. Donc, elle dit, l'OTR s'est transformé en une entreprise privée gérée dans une opacité totale. Sur un autre registre,
sur un autre registre. La modernisation des infrastructures de transport n'a pas eu lieu. Donc, Mme Nyakadeng nous dit, ouais, le document est sur le site du journal, www.l'alternative.info. Vous pouvez le trouver aussi là-bas. Sur TikTok, ce n'est pas possible, selon ce qu'on me dit. Mais vous pouvez le trouver sur notre site internet. On l'a publié dans la journée. Sur tout un autre registre, la modernisation des infrastructures de transport n'a pas eu lieu. Mme Nyakadeng nous dit, sur le plan des transports, il n'y a aucun bilan, rien. Ford n'a rien fait. Commis, zéro, nada. Il n'a rien fait. L'implémentation d'un ambitieux projet de réseau ferroviaire a même de renforcer l'attraction du port autonome de Lomé et de baisser le coût des transports des biens et des personnes a été abandonné. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit quand je parle du port? Je vous ai dit que le port autonome de Lomé n'a véritablement, n'existe que par la nationale numéro 1, les rails. Quand vous avez un port qui a pour l'ambition de desservir les pays de l'Interland, la première des choses qu'on fait, c'est de moderniser les voies qui permettent d'acheminer les marchandises vers les pays du Sahel. Mais pour atténuer les routes, parce que les routes sont fragiles, on fait les rails pour transporter les bagages les plus lourds. Partout dans le monde, c'est les rails qui servent à transporter les bagages. Elle dit, il n'y a rien eu. Des deux côtés, il n'y a rien eu. Et elle dit, et le constat est là, nous tous nous pouvons faire ce constat-là. Nous n'avons assisté qu'à des petits projets. Un instant. Pendant que je reçois... Je reçois... les officines du régime ont tellement mal qu'ils racontent que le document c'est un fake. Que c'est un fake. Ah ouais. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Peut-être qu'ils n'ont qu'à la rendre visite, elle va leur dire c'est un fake. Alors, elle continue en disant, nous n'avons assisté qu'à des petits projets de construction de routes dont les principaux objectifs sont ailleurs. Elle dit, nous n'avons assisté qu'à des petits projets de construction de routes dont les objectifs sont ailleurs. La promesse de la construction d'une autoroute s'est évaporée. Elle dit, la promesse d'une construction d'une autoroute s'est évaporée, comme le vent, l'air ou le glaçon s'évapore, s'est évaporé, à l'instar des multiples autres engagements restés sans lendemain. Dans ce contexte-là, comment croire aux promesses d'accords de transit avec les pays de l'Alliance du Sahel, l'AES? Face à ces défis internes, Faure Gnassingbé préfère se déployer sur la scène extérieure, sous le manteau de pacificateur, de médiateur. S'il est louable de contribuer à résoudre les conflits de ses voisins, il est d'autant plus impératif d'assurer d'abord son peuple l'accès au minimum vital. C'est dans un tel climat d'échec dû à un manque de vision. Donc elle dit que Faure a un manque de vision, que se prépare une confiscation définitive du pouvoir par une réforme taillée sur mesure. Que vaut l'instauration d'un régime parlementaire dans un pays où les députés ou sénateurs sont choisis? Écoutez bien cette partie. Écoutez très bien cette partie. Écoutez très bien cette partie. Que vaut l'instauration d'un régime parlementaire dans un pays où les députés ou sénateurs sont choisis? Elle nous informe que les députés et les sénateurs sont choisis. Nous le savions déjà. Mais elle nous informe que les députés et les sénateurs sont choisis. Par qui? Par Faure Gnassingbé. Il transparaît dès lors que ces sénateurs, députés, gouverneurs et autres figures imposées n'ont d'autre vocation que d'entériner sans débat ni contradiction
la mise en place de Faure Gnassingbé au mépris de la souveraineté du peuple togolais. En réalité, ceux qui se congratulent aujourd'hui d'occuper des postes de pouvoir sous ce régime sont en réalité les plus enchaînés. Elle dit ceci. En réalité, ceux qui se congratulent aujourd'hui d'occuper des postes de pouvoir, des postes de responsabilité dans ce pouvoir sont en réalité les plus enchaînés. Aussi, face à l'arbitraire, le réveil du peuple est plus que jamais nécessaire. Cet asservissement et cette misère planifiée n'est pas une fatalité. Elle nous informe que l'asservissement et la misère que vivent le peuple togolais est planifié. Nous l'avons toujours dit. Qu'on a imposé la misère aux Togolais pour pouvoir les dominer. Et elle nous le rappelle. Que cet asservissement et cette misère n'est qu'une planification du régime. Ils sont le produit de la résignation collective. Dans ce contexte d'échec des politiques publiques, de projets avortés, de chantiers inachevés, de détournements de deniers publics laissés impunis, la responsabilité personnelle de Faure est totale, pleine et entière. Écoutez cette phrase, elle est en gras dans le document. Dans ce contexte d'échec politique public, dans ce contexte d'échec des politiques publiques, de projets avortés, des chantiers inachevés, des détournements de deniers publics laissés impunis, la responsabilité personnelle de Faure Gnassingbé est totale, pleine et entière. C'est-à-dire, pour elle, c'est Faure Gnassingbé qui est le seul responsable de tout ce naufrage de notre pays. C'est ce qu'elle dit. Architecte, elle continue, elle détaille. Architecte d'un système fondé sur la peur. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé est l'architecte d'un système fondé sur la peur. L'impunité. Il écrase toute voix dissidente par l'intimidation, la violence, les arrestations ou l'exil. Architecte d'un système fondé sur la peur et l'impunité, il écrase toute voix dissidente par l'intimidation, la violence, les arrestations, l'exil. Je rappelle à toute fin utile que je suis toujours dans l'attente de mon attestation d'origine qui doit servir à la création de mon parti politique. Vous vous rappelez que Mme Nyakade, quand elle avait eu les bisbilles avec le pouvoir, quand on lui a arraché son association, elle voulait créer un parti politique. Pour créer le parti politique, elle devait brandir son certificat d'origine. Elle a demandé à faire établir le certificat d'origine et le préfet de Kara, à l'époque, Bakali, a refusé de lui faire établir le certificat d'origine. C'est comme ça qu'on l'a bloqué. Et elle n'a pas pu avoir le certificat d'origine pour créer son parti politique. Elle le rappelle ici. Elle le rappelle ici qu'elle-même a été victime de ça et qu'elle attend toujours son attestation d'origine qui devait servir à la création de son parti politique. Notre souhait le plus ardent est de contribuer désormais à mettre fin à de telles pratiques qui montrent l'absence de liberté d'association, de réunion et d'expression. Ceux qui nourrissent l'illusion d'un changement spontané, je rappelle que la pluie ne tombe du ciel. Non, elle dit, ceux qui nourrissent l'illusion d'un changement spontané, je rappelle que rien ne tombe du ciel, sauf la pluie. Elle nous dit, il faut qu'on se batte, parce que rien ne tombera du ciel. Seule la pluie tombe du ciel. C'est nous qui devons nous battre pour nous libérer des chaînes et de cette situation de peur que nous a imposée Faure Gnassingbé. La libération d'un peuple est toujours le fruit de son propre courage et de sa lucidité. En tant que maire, ceux qui disent que c'est un fake là, nous on se délecte de ça en attendant. Vous allez me démontrer après en quoi c'est fake. Elle nous dit ceci. En tant que maire et membre de la grande famille Gnassingbé, j'ai une responsabilité morale de tirer la sonnette d'alarme. De tirer la sonnette d'alarme. Elle dit, en tant que maire, membre de la grande famille Gnassingbé, elle réaffirme son attachement à la famille Gnassingbé en disant que je suis membre de la famille Gnassingbé. Et j'ai une responsabilité morale de tirer la sonnette d'alarme, assumant ainsi ma part de vérité. Elle veut assumer sa part de vérité. Assumer ma part de vérité. Lorsque les fondations d'une nation sont minées
il n'y a plus de neutralité possible. J'aime cette expression. Lorsque les fondations d'une nation sont minées, il n'y a plus de neutralité possible. Ceux qui croient aujourd'hui être à l'abri, découvriront demain qu'ils furent les premières victimes de leur propre lâcheté. Le président Faure Gnassingbé, avant de chercher à s'imposer à nouveau sous une nouvelle casquette, doit avoir l'honnêteté de dresser son véritable bilan. Madame Nyakade nous dit, Faure Gnassingbé, avant de chercher à s'imposer de nouveau sur une nouvelle casquette, doit avoir l'honnêteté de dresser son véritable bilan. Tu ne peux pas commencer une nouvelle ère de règne sans faire le bilan de l'ancienne ère de règne que tu as fait. Tu ne peux pas commencer une nouvelle aventure sans faire le point de l'ancienne aventure que tu as menée. C'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, Faure Gnassingbé, avant de chercher à s'imposer à nouveau sous une nouvelle casquette, doit avoir l'honnêteté de dresser son véritable bilan. Il doit objectivement reconnaître qu'il vient de passer 20 ans d'errance politique. Elle dit, Faure vient de passer 20 ans d'errance politique. C'est-à-dire, pendant les 20 ans, il s'est promené sans savoir où il va. De régression économique et sociale, d'asservissement du peuple togolais et de désespérance nationale. Que le règne de Faure Gnassingbé n'a été qu'une catastrophe économique, un asservissement du peuple, une désespérance nationale. Il doit cesser, et c'est le dernier paragraphe, l'avant-dernier paragraphe, elle dit, Faure Gnassingbé doit cesser de multiplier les poses de première pierre. Nous avons fait il y a combien? Il y a une semaine, un article sur les premières pierres de Faure Gnassingbé qui sont perdues dans les brousses. Elle nous dit, il doit cesser de multiplier les poses de première pierre et commencer par inaugurer ce qu'il a promis depuis 20 ans dans son programme, les 20 plus de Faure Gnassingbé. Ah ouais, j'aime vraiment cette tournure. Elle dit, il doit cesser de multiplier les poses de première pierre et commencer par inaugurer ce qu'il a promis depuis 20 ans dans son programme, les 20 plus de Faure Gnassingbé. Le Togo n'a pas besoin d'un masque constitutionnel pour dissimuler cette douleur. Très bien dit. Très bien dit. Le Togo n'a pas besoin d'un masque constitutionnel pour dissimuler cette douleur. Très bien dit. Le Togo n'a pas besoin d'un masque constitutionnel pour dissimuler cette douleur. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé. C'est Madame Nyakade qui le dit. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé. C'est-à-dire pour elle, Faure Gnassingbé est du passé. Il doit l'accepter. Il doit le rendre. Il doit en prendre conscience qu'il est du passé. Sans Faure Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Le Togo a besoin de stabilité, mais pas d'une stabilité imposée par la force. Elle dit, le Togo a besoin d'une stabilité, mais pas d'une stabilité imposée par la force et le silence. Il est temps de comprendre que le vrai socle de la paix durable, c'est la justice, l'équité et le respect du citoyen. Les Togolaises et les Togolais attendent des perspectives, pas des blocages. Nos concitoyens veulent être entendus, pas gouvernés par la peur. Ils veulent d'un État qui protège, pas qui reprime. Des dirigeants qui rendent compte, pas qui s'éternisent. Une justice indépendante, des médias libres, merci. Des opportunités pour les enfants. Le temps des réformes n'est pas une menace, il est une chance. Le Togo a des ressources, des talents, une culture de paix à valoriser. Puisse Dieu veiller sur le Togo. Madame Essozimna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo. J'ai fini l'exercice. Ça a été long, fastidieux,
Mais je pense que c'était important de le lire et de le partager avec vous. On a été presque 2000 sur Facebook, 2600 sur TikTok, alors que TikTok c'est le nouveau compte. 2600 sur TikTok. Je pense qu'on a battu un sacré record. Et ça a été une très bonne chose d'avoir lu ce document pour tous ceux qui sont connectés. Et ce que cette dame a dit dans ce document est d'une extrême gravité. Nous avons l'habitude, nous, de le dire. Les hommes politiques ont l'habitude de le dire. Les associations de la société civile ont l'habitude de le dire. Mais elle le dit avec un ton très grave. Et elle le dit avec des chiffres, avec des données, avec des éléments probants. Elle le dit avec des indicateurs précis. En tout cas, pour les secteurs qu'elle a pris, page par page, elle le dit avec des précisions claires et nettes. Moi, j'ai l'habitude de critiquer le gaspillage de l'argent, la dette, mais je ne savais pas qu'on a injecté 15 000 milliards dans l'économie en 20 ans. 15 000 milliards. Je ne savais pas qu'on a injecté 15 000 milliards dans l'économie en 20 ans. Je ne savais pas que le budget de fonctionnement, seulement le budget de fonctionnement, simple fonctionnement de l'OTR, je ne savais pas que le budget de fonctionnement est passé de 5 milliards à 19 milliards. Je ne le savais pas. Bien que je suis un journaliste d'investigation, je ne savais pas que le budget de fonctionnement de l'OTR est passé de 5 milliards à 19 milliards. On comprend pourquoi la plupart de ceux qui travaillent à l'OTR sont des milliardaires, des multimillionnaires. Je vous avais dit qu'à la fin de l'année, les responsables de l'OTR se partageaient 1 milliard comme cadeau de fin d'année. Les inspecteurs, les commissaires, ils se partageaient 1 milliard. Elle vient de nous le dire, que l'OTR est devenu un outil d'enrichissement personnel et illicite. Le nom du compte TikTok, c'est l'autre journal officiel. Donc, ce document-là, aujourd'hui, est une opportunité qui tombe dans les mains de la classe politique. Madame Niakhaté, connaissant son parcours, sa relation avec la famille Gnassingbé, elle a pris le risque de sortir un document aussi structuré, organisé. Et des gens comme ça, quoi qu'on puisse dire, quel qu'a été leur parcours, il ne faut pas les abandonner. Parce qu'une dictature ne s'effondre que de l'intérieur. Une dictature comme les nôtres, elle ne s'effondre que de l'intérieur. Une dictature comme les nôtres, elle ne s'effondre que de la prise de conscience des gens qui sont à l'intérieur. Il y aura des gens qui vont sortir pour dire, ah oui, elle était ministre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Avant que les alliés n'atteignent Hitler, ils ont travaillé, certains collaborateurs d'Hitler, de le lâcher. De toutes les façons, demain, s'il n'y a pas des gens à l'intérieur du système qui décident d'abandonner le système ne va pas tomber. Demain, si le système doit tomber, il y a forcément des gens qui doivent faire défection. Et donc, ceux qui osent parler aujourd'hui, nous devons les encourager. On ne doit pas les jeter en pâture. On ne doit pas dire, oui, ils ont fait le système. Il y a des gens dans l'opposition qui ont fait le système. Hein. Il y a des gens dans l'opposition qui ont fait le système. Ou dont les parents ont fait le système. Ou dont des proches ont fait le système. Ou qui profitent du système. Comme Monseigneur Bariga l'a dit, avec le courage, elle a fait sa part. C'est une femme qui a eu le courage d'écrire tout ça. C'est une femme. Pendant ce temps, il y a des hommes là-bas dans le système RPT qui disent, on a peur, Fort va nous liquider, Fort va nous arrêter. Si on parle, il va nous arrêter. Des hommes. Des hommes qui ont peur. Qui disent, ah, Fort a mis Pacha en prison, il ne veut pas le relâcher. Après, il a mis Bodjoura en prison. Et lui là, si on parle, il va nous jeter en prison. Mais ça, c'est une femme qui parle. On a l'impression, ce n'est même pas une impression, on a la certitude qu'elle a plus de couilles que les hommes. Vous les militaires, les colonels qui bombent le torse, c'est le moment de dire non. Comme Amadou Kourouma l'a dit, quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non. Donc, on reçoit des signaux.
Les forces démocratiques qui luttent depuis contre le système. Le peuple qui lutte pour mettre fin au système reçoit aujourd'hui des clignotants du système. Les gens reçoivent des clignotants du système. Il y a des gens du système qui envoient des clignotants pour dire nous partageons la même lutte que vous. Nous ne sommes pas d'accord avec le système. Ces gens-là, nous avons besoin de leur tendre la main. D'une manière ou d'une autre. Ça va encourager d'autres à libérer la parole. Ça va encourager d'autres à faire défection. C'est comme ça qu'on affaiblit une dictature. C'est comme ça qu'on met fin à une dictature. C'est comme ça qu'on provoque une fissure dans... je ne sais pas comment dire ça. Qu'on provoque une fissure dans la dictature. De toutes les façons, il y a des gens dans ce régime qui savent que le pouvoir de force n'a pas d'avenir. Beaucoup le savent. Beaucoup le savent. Donc, ce brûlot de Mme Nyakate, on doit l'appréhender avec une culture politique de haut niveau. On doit l'appréhender en étant au-dessus de la mêlée. On doit l'appréhender pas avec l'émotion, pas avec la passion, pas en disant oui, c'est quelqu'un qui était dans le système, qu'est-ce qu'on a à faire avec ce qu'elle dit? Non. On doit savoir capitaliser ça. Parce que je vous assure que cette nuit-là, Faure ne va pas dormir. Demain matin, quand il sera dans sa prestation de service, l'ambiance sera lourde. Ça sera lourd. Vous allez observer demain les gens dans la salle, ça serait lourd. Ça serait très lourd. Parce que les signes d'une fissure du système sont là. Il faut avoir l'intelligence politique d'exploiter ce document-là et le capitaliser. Vous n'avez pas besoin d'aller rencontrer Mme Nyakate. Vous n'avez pas besoin de la téléphoner. Vous n'avez pas besoin d'aller la voir. Elle vous a donné des billes. À vous de les exploiter. Autant le pouvoir s'intéresse aux petites querelles dans l'opposition, autant l'opposition doit s'intéresser aux petites querelles dans le pouvoir. Chacun doit chercher à tirer l'avantage de ce qui se passe dans la maison de l'autre. Autant le pouvoir encourage les divisions dans l'opposition, autant l'opposition doit s'intéresser aux problèmes qui sont au cœur du pouvoir. C'est comme ça qu'on fait une lutte. C'est comme ça qu'on essaye de comprendre la lutte et de tirer les marrons. Parce que celui qui doit abattre parfois un dictateur, il n'est jamais loin. Dans une dictature, là, ceux qui doivent contribuer à donner le coup de grâce ne sont jamais loin. Ils sont même parfois imprévisibles, inconnus. Donc, on ne doit pas rester dans notre petit coin pour dire, ouais, il faut laisser celle-là, voilà. Non, 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 non. Quand on a l'intelligence politique, on laisse tomber les petites histoires, on prend le fond du message qu'elle a servi. Et c'est ça qu'on utilise contre le système. Quand il y a des petits problèmes dans les coalitions de l'opposition, là, la C14, le CST, tout ça, là, le pouvoir encourage les divisions pour cogner les leaders. Le pouvoir a toujours fait ça. Nous, on a connu ça au CST. Dès qu'il y a un petit problème, là, ils cognent les leaders. Ils font croire aux autres qu'il y a un qui est vendu, il y a d'autres qui sont ceci, il y a d'autres qui ont des agendas. Et les gens passent leur temps à se quereller et la coalition vole en éclats. C'est la politique de diviser pour régner. Ils ont toujours servi ça dans l'opposition. Donc aujourd'hui, où il y a aussi des problèmes entre eux, il faut s'en servir. Ne serait-ce que pour occuper l'espace médiatique. On n'a pas besoin d'aller rencontrer Mme Nyakate. On n'a pas besoin d'aller créer une coalition avec elle. On n'a pas besoin de dire que oui, elle fait ça parce que non. Le plus important, c'est le message qu'elle nous envoie. Moi, c'est ce que je comprends de la politique. J'ai eu quand même un passé politique. C'est ce que je comprends de la politique. C'est ce que je comprends de la politique. Donc, que ceux qui sont suffisamment assez cultivés au sein de la classe politique, que ceux qui ont de la hauteur politique, que ceux qui comprennent les enjeux qui sont derrière cette sortie-là, ils n'ont qu'à s'organiser pour capitaliser ça. S'il y en a qui n'en veulent pas, c'est leur problème. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours.
Donc voilà ce que j'ai voulu partager ce soir avec vous en attendant le grand live de dimanche. Je pense que on a dit l'essentiel. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais demander à mes modérateurs s'il y a des questions. Déjà, je voulais féliciter tous ceux qui se sont mobilisés sur TikTok. On est passé à 2700 pour un premier live sur le nouveau compte, après qu'ils aient bousillé le premier compte. Je pense que c'est assez encourageant. Et je pense que l'exercice auquel nous sommes livrés aujourd'hui, on doit continuer par le faire. Hein? Quand cette dame, elle nous parle de la privatisation des sociétés d'État, c'est qu'elle en sait beaucoup. Quand elle nous donne des chiffres sur l'OTR, c'est qu'elle en sait beaucoup. Quand elle nous donne les chiffres sur la dette, c'est qu'elle en sait. Tout ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle en sait. Elle sait beaucoup de choses. Et elle nous donne des informations avec précision. Normalement, excusez-moi, normalement, il revenait à la classe politique de l'opposition de faire ce bilan. C'est la classe politique de l'opposition qui devait nous servir ce bilan-là. Qui devait nous donner chiffre par chiffre, secteur par secteur. C'est la classe politique qui devait faire ça. En tout cas, ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui combattaient fort ou qui combattent fort, c'est la classe politique qui devait nous faire ce bilan-là. En nous donnant les chiffres secteur par secteur. Cela devait aussi nous démontrer qu'ils ont la maîtrise de leur sujet et qu'ils sont prêts à gouverner demain. C'est la classe politique qui devait nous faire ce bilan-là. Là, la classe politique n'a pas eu à le faire, mais c'est elle qui le fait. C'est elle qui le fait. C'est elle qui le fait. Et elle nous parle des chiffres. Santé, agriculture, OTR. Peut-être qu'il y a d'autres domaines encore. Elle nous parle des chiffres. Elle nous parle de la dette. Normalement, c'est la classe politique qui aspire à gouverner qui devait nous sortir ces chiffres-là. Ça veut dire qu'en fait, nous avons des gens dans la classe politique, ou majoritairement, qui n'ont pas assez à des données. Qui n'ont pas des chiffres, qui n'ont pas des informations précises pour construire une analyse et produire un bilan. C'est elle qui nous sort ces chiffres-là. Moi, j'ai parlé des phosphates. Je ne peux pas sortir tous les chiffres des phosphates. J'ai parlé de l'agriculture pendant longtemps. Je ne peux pas sortir tous les chiffres de l'agriculture. J'ai parlé de la santé. J'ai parlé de l'OTR. Mais je ne savais pas que le budget de fonctionnement de l'OTR est de 19 milliards. Et qu'il y a quelques années, c'était de 5 milliards. Vous voyez le taux d'augmentation? Le budget de fonctionnement de l'OTR est passé de 5 milliards à 19 milliards. Pour des gens qui n'ont que pour mission de collecter les taxes et les impôts. Les gens qui n'ont que pour la mission de collecter des taxes et des impôts. Ils ont un budget de fonctionnement de 19 milliards. Mais c'est incroyable. Donc, cette dame-là, les gens de UNIR, ils vont chercher à la discréditer. Ils vont l'insulter. Ils vont raconter des choses sur elle. Ils vont essayer de la discréditer. Il ne faut pas donner un seul crédit à ce qu'ils vont écrire sur elle. C'est comme ça qu'on doit faire la lutte. Il ne faut donner aucun crédit qu'ils vont écrire sur elle. Les gens qui disent que c'est un faux document, ce n'est pas un faux document. Le document il est authentique. Le document est authentique. Après, maintenant, quand ils vont voir que le faux document qui veut le servir, ça ne marche pas, ils vont commencer par l'insulter, la discréditer. Ne tenez pas compte de ce qu'ils vont dire. Le plus important pour nous, c'est le document. C'est le plus important. Donc, j'ai voulu vous dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés ce soir pour qu'on décortique ensemble ce document. Et comme j'ai eu à le dire, ce soir, il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu plusieurs réunions au siège de UNIR. Les gens sont mobilisés. Les gens sont mobilisés. On a partagé du riz, de la viande. Demain, après prestation, les gens vont manger, les gens vont danser. Et le document est tellement bien fait qu'il y a une version anglaise. Il y a une version anglaise qui est là, du document. Il y a une version anglaise. Ça veut dire qu'elle a pris le temps de travailler son document. Donc, le document est en français. Il est aussi en anglais. Il y a une version anglaise du document.
Donc, il y a une version française, il y a une version anglaise du document. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir, avec l'espoir que demain, c'est un autre jour et qu'on verra. On verra ce qu'il en sera. Vous pouvez trouver le document sur notre page Facebook, notre page www.l'alternative.info. Le document, il est là-bas. On l'a publié en entier. Et donc, je vous dis merci. Merci pour tous ceux qui se sont mobilisés. Et faites très attention à vous. Et je le dirai dimanche. Je parlerai dimanche de l'aspect spirituel de cette phase dans laquelle nous sommes. Vous savez, quand on travaille à consolider un pouvoir, il y a une phase spirituelle qu'on utilise. C'est comme chez nous, quand tu veux démarrer un nouveau projet, il y a des gens qui font beaucoup de consultations. Il y a une phase spirituelle qui précède ce qui se passe là. Donc, soyez très prudents ces temps-ci parce qu'il y aura des drames. Vous avez vu que les incendies ont repris. Tout ça, ce n'est pas gratuit parce que, justement, la phase dans laquelle ils sont est une phase de transition et cela suppose aussi une transition spirituelle. Et donc, ils ont recours à des gens qui vont faire des pratiques pour eux pendant cette phase-là pour consolider leur pouvoir. Donc, si on leur demande de sacrifier des gens, ils vont sacrifier. Si on leur demande de faire quelque chose, ils vont le faire. Si on leur demande d'aller faire quelque chose, ils vont le faire. Donc, soyez très, 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 très prudents. Il y a des choses qui se passent au Togo, ce n'est pas gratuit. Surveillez vos enfants, surveillez les filles, faites très attention à cette période-là. Il y aura certainement des accidents, il y aura des choses parce qu'ils vont invoquer des forces surnaturelles, des esprits pour adjouber leur pouvoir. Ils vont le faire forcément. Ils sont dans une dimension aussi spirituelle. Ils vont invoquer plusieurs esprits ces derniers temps pour que leur nouvelle phase de pouvoir soit acceptée par les esprits qui les guident. Donc, si les esprits demandent de faire des accidents, ils vont provoquer des accidents. Si on leur demande de brûler des marchés, ils vont brûler. Si on leur demande de brûler les magasins, ils vont brûler. Donc, nous sommes dans une phase spirituellement délicate. Les gens qui prennent tout à la légère, qui sont dans les fêtes, qui sont dans les trucs, ça là, faites attention. Mais là, il y a les accidents. Faites très, très, très attention. Je parle de la dimension spirituelle en cette période, ces derniers temps. Donc, faites très, 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 très attention. Les gens qui sont au pouvoir au Togo tirent leur pouvoir d'une autre dimension, vous le savez très bien. Donc, ils vont renouveler leur puissance spirituelle. Ils vont renouveler leur puissance auprès des esprits. Et si les esprits leur demandent de sacrifier des choses, ils vont se les sacrifier. Donc, voilà ce que j'ai... je suis d'accord qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais on peut toujours donner des conseils aux gens. Après, chacun se sauve, quoi. Après, chacun se sauve. Non, après, chacun se sauve. Donc, voilà. Donc, j'apprends qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci pour tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de ce live-là. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur le document. Et donc, vous pouvez le trouver sur la page www.l'alternative.info. Et donc, je me réjouis qu'on a pu faire le premier live sur TikTok tranquillement, sans souci, avec autant de personnes connectées. Et j'espère qu'on se retrouvera dimanche, sain et sauf, pour continuer. Alors, je vous dis merci. Merci à vous tous qui êtes restés en ligne. On était 2750 sur TikTok et puis pratiquement 2000 sur Facebook. Je vous dis merci. Et sachez juste qu'on est dans une phase délicate de ce pouvoir. Il faut faire attention. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, je dois me reposer. Comment on me le rappelle? Parce que, voilà, je dois me reposer. Voilà. Je vous dis merci. Merci à tous.
et on est ensemble.